Bonici, ministre de la Culture, Serge Shahnazi, ministre du Travail, Monsieur Bruno Le Maire, ancien ministre, député, messieurs les élus de la nation qui sont venus pour cette occasion au Liban, Monsieur Ziad Nassour, président de l'Association pour le développement de l'amitié franco-libanaise, Monsieur le général Éric Haute-Cloque-Rice, chef d'état-major de la FINUL, Mesdames et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, chers amis, je vous remercie de nous réunir ce soir ici pour commémorer l'appel du 18 juin, pour rendre hommage au général de Gaulle. Tout a déjà été dit en fait, et il est difficile d'ajouter à ces très belles interventions. Je voudrais simplement, après avoir évoqué ce qui nous rassemble ce soir, l'appel du 18 juin, partager quelques réflexions du général de Gaulle au fil de ses divers voyages et des diverses fonctions qu'il a exercées, comme commandant affecté à l'état-major des troupes du Levant, comme chef de la France libre, comme président de la République française enfin, des réflexions qui restent pertinentes, qui stimulent notre réflexion aujourd'hui encore dans notre relation avec le Liban. Il y a 75 ans, les armées allemandes arrivent à Paris. Le 17 juin, le maréchal Pétain, chef du gouvernement, demande aux soldats français de déposer les armes. La bataille de France est perdue, la défaite semble totale, définitive, je n'oserais pas dire sans appel. Pourtant, dès le 18 juin, dans cette nuit qui s'abat sur la France, le général de Gaulle lance sur les ondes de la BBC son fameux appel et allume une lumière. Merci à mon cher ami Tom Fletcher d'avoir évoqué avec autant d'éloquence et d'amitié ces moments et cette relation spéciale qui s'était établie entre le général de Gaulle et son ami Churchill. Non, dit le général de Gaulle, la France n'est pas morte, non, tout n'est pas perdu, non, la France n'est pas seule. Et le général le répète 3 fois dans son discours, dans son message aux Français. La bataille de France n'est que le début d'une guerre mondiale. Elle ne peut s'achever que par la défaite de l'ennemi, qui sera incapable de vaincre face aux moyens immenses de l'Empire britannique et de l'industrie américaine. Alors que le gouvernement français négocie la reddition de la France, le général refuse ce que certains considèrent, par faiblesse, par résignation ou par opportunisme, comme inéluctable, et appelle les Français à le rejoindre pour continuer la lutte. Pour moi, enfant, cet appel du 18 juin, ça a été un timbre-poste d'abord, un de ces grands timbres-postes de grand format que j'étais très fier de pouvoir ranger dans l'album et qui était ce timbre de l'appel du 18 juin. La victoire annoncée par le général de Gaulle n'est venue qu'après plus de 5 ans d'une guerre terrible, à l'issue longtemps incertaine. Et à elle seule, cette incertitude est un vibrant hommage au courage du général de Gaulle, le courage qu'il lui fallut en ce 18 juin 1940 pour ne pas abandonner et pour continuer la résistance. Par cet appel, le général a rappelé de façon éclatante que l'homme a toujours le choix, que rien n'est inéluctable. Par son appel, il a en quelque sorte sauvé tous les Français. Au début, il ne fut certes pas nombreux à le suivre, et je voudrais rendre hommage au courage de ceux qui ont répondu à son appel dès le début. Au cours de l'été de 1940, il n'était que quelques centaines, au mieux quelques milliers, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, aux côtés du général de Gaulle en Angleterre. Mais ils ont ranimé la flamme de la résistance française en rejoignant les forces françaises libres ainsi que les rangs des forces françaises de l'intérieur. Ils ont donné l'élan qui a permis aux armées françaises de reprendre le combat, d'écrire des pages glorieuses, comme en Afrique dès 1941, à Koufra, puis à Bir Hakeim en mai-juin 1942, pour atteindre enfin Tripoli en Libye en janvier 1943, et faire leur jonction avec la 8e armée du général Montgomery. Et là, je retrouve aussi dans ma collection de timbres tous les timbres qui jalonnent, qui ont été publiés régulièrement et qui jalonnent toutes ces étapes. J'ai été enfant en Libye et pour moi, le serment de Koufra a toujours résonné d'une manière particulière. En cet été 1940, ces quelques milliers d'hommes, à eux seuls, étaient la France. Ils étaient derrière le général de Gaulle. Ils donneront naissance à la nouvelle armée française, cette épée sans laquelle, selon le général, la France ne pouvait avoir d'existence. Derrière le général de Gaulle et les chefs de la France libre, ces hommes permettront à la France de se relever de la défaite de 1940 et de gagner sa place aux côtés des vainqueurs de 1945. Et le plus bel hommage qui ait pu être rendu à ces soldats, c'est de Gaulle qui l'a écrit. Je le cite. « Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines, marins noyés que bercent pour toujours les vagues de l'océan, aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre, combattants de la résistance tués au maquis et au poteau d'exécution, vous tous qui, à votre dernier souffle, avez mêlé le nom de la France,
C'est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les résolutions. Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de la France qui ont, dans les épreuves, attesté sa grandeur. Votre pensée fut naguère la douceur de nos deuils. Votre exemple est aujourd'hui la raison de notre fierté. Votre gloire sera pour jamais la compagne de notre espérance. Il était difficile de dire mieux. Mais je voudrais partager avec vous quelques réflexions et vous retenir encore un petit peu avant le dîner pour rattacher notre action aux réflexions du général de Gaulle sur le Liban. Parmi les constantes de sa pensée, 3 éléments continuent d'être d'une actualité particulière. Premièrement, l'appel aux jeunes Libanais à construire un État, je le cite, à lui donner cette vie propre, cette force intérieure sans lesquelles il n'y a que des institutions vides, à créer et nourrir un esprit public, à se dévouer au bien commun. Vous avez reconnu le discours qui a été cité tout à l'heure dans le film que nous a montré, ce très beau film, le célèbre discours aux étudiants de l'université Saint-Joseph en 1931. S'il est une condition pour que le Liban puisse affirmer durablement son identité nationale, c'est bien celle de la participation des jeunes Libanais, les forces vives de demain, à la vie publique, celle de leur engagement individuel et collectif comme citoyens. Deuxième constante de ce discours, c'est l'éloge de la volonté, c'est-à-dire le primat du politique que l'on retrouve affirmé avec constance dans les discours écrits du général. C'est bien à travers le dialogue, la construction et l'expression d'une volonté commune que le Liban pourra se retrouver aujourd'hui alors qu'il traverse une époque particulièrement difficile. Troisième constante, la solidité et la sincérité, je cite les mots du général de Gaulle, des liens noués entre la France et les Libans, entre les Français et les Libanais. Toute notre action, l'ensemble de notre politique, dans toutes ses dimensions, politiques, culturelles, économiques, repose sur ce socle d'amitié solide et sincère. Cette relation s'est diversifiée, transformée même, mais elle trouve sa source et sa permanence dans l'affirmation de valeurs partagées, d'une histoire partagée, d'une langue partagée. Aujourd'hui, nous restons guidés par ces principes auxquels j'en ajouterai un autre essentiel. Si de Gaulle a toujours insisté à la fois sur la constance de l'amitié qui lie les Français et les Libanais, il a toujours insisté aussi, il était alors président de la République, sur la non-ingérence. Je renvoie à ses déclarations lorsqu'il reçut le président Helou à Paris en 1965. Il ne nous appartient pas de décider en lieu et place des Libanais, mais notre amitié n'a jamais fait défaut et nous sommes toujours restés, quelles que soient les vicissitudes, aux côtés de nos frères libanais. Cette double dimension est aujourd'hui essentielle. La visite du président Hollande au Liban le 4 novembre 2012 l'a bien illustré. Sans faire l'exposé de notre politique au Liban, je vous dirais que nous restons animés par ce devoir d'amitié et de solidarité vis-à-vis du Liban, des Libanais, et que toute notre action vise sans interférer à la réalisation de ces objectifs si éloquemment évoqués par le général de Gaulle, au service des institutions de l'État libanais, de la construction de l'État, de la formation des jeunes. Le Liban est un acte de foi. Nous savons pourquoi nous sommes là, être partout, parler à tous. Nous ne nous sommes jamais dérobés, même et surtout dans les moments difficiles, même lorsque les vents étaient contraires. C'est le sens de notre action, notamment au Conseil de sécurité, où nous n'avons de cesse de rassembler nos partenaires, à commencer par les membres permanents, autour des principes essentiels d'indépendance, de souveraineté et de stabilité du Liban, pour le préserver autant que faire se peut des retombées des crises régionales qui l'affectent très directement, pour le préserver des divisions qui se font jour entre les membres permanents sur d'autres dossiers, notamment le dossier syrien. Alors nous formons le vœu que les Libanais retrouvent les chemins du dialogue pour relancer des institutions paralysées, pour protéger le pays des périls qui le menacent, et qu'a très bien évoqué Bruno Le Maire, pour qu'une volonté commune, si difficile qu'en soit le chemin, puisse enfin s'exprimer. Je conclurai sur la phrase du général de Gaulle, celle qui suit la célèbre formule « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Cette phrase du général de Gaulle, dans les mémoires de guerre, c'est « Je savais qu'au milieu des facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s'y jouait, il fallait donc en être. Nous resterons et resterons toujours engagés aux côtés du Liban, symbole d'un difficile mais nécessaire, essentiel vivre ensemble, non seulement pour le Liban mais pour la région tout entière, et nous voulons en être. Vive le Liban, vive la France, vive le général de Gaulle et vive l'amitié franco-libanaise.